Bonjour et à toutes et à tous. Écoutez, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet que je rencontre beaucoup en ce moment dans mon cabinet et je sais que tout ce qu'on rencontre, c'est jamais par hasard et j'en parlerai un petit peu plus loin. Néanmoins, pour vous présenter cette vidéo, j'avais envie de parler de tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, problèmes d'addiction. Et en général, quand je rencontre ça, j'ai tendance à mettre tout ça dans le même panier. Alors pourquoi je mets tout ça dans le même panier? Parce qu'en fait, en général, quand les gens viennent me voir avec cet inconfort, hein, qui peut même être devenu vraiment une grosse problématique qui prend beaucoup de place dans leur vie, déjà je leur explique que on est piloté, géré, j'aime pas trop ce mot, mais à 90% par notre inconscient. Vous connaissez souvent cette image de l'iceberg que je vais remettre ici. On est voilà, conscient en général que de 10%. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'inconscient gère tous nos mécanismes. Alors, quand je parle de l'inconscient, je parle vraiment du cerveau reptilien, je parle de notre instinct de survie, mais je parle aussi de notre intuition. Et en fait, il faut bien comprendre que notre inconscient, il nous veut du bien. Oui, vous savez que moi j'ai tendance à dire ça. Alors ça veut dire quoi? Ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire il nous veut du bien et pourtant il se manifeste avec des symptômes comme des troubles du comportement. Ça peut être de l'anorexie ou au contraire de la boulimie, de l'hyperphagie, où on peut commencer à se rabattre sur des produits comme de la drogue, du tabac à outrance. Alors tout ça évidemment, hein, ça, on est quand même autour de la bouche, l'affectif, hein, si on va vraiment fouiller dans tout ce qui est psychanalytique, avec le premier contact avec la maman, avec le sein, etc. On est vraiment dans l'affectif, hein. Alors, notre inconscient, il nous veut du bien, je vous le disais, ça peut paraître paradoxal. Bah oui, pourquoi? Parce que nous, dans notre jargon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on a tendance à parler, on parle d'intention positive du symptôme. Et oui, si notre inconscient, il nous veut du bien et qu'il y a une intention positive derrière ce symptôme, c'est vraiment cette image de dire c'est comme si votre inconscient frappait à votre porte pour vous faire entendre des choses, pour vous faire visiter des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas entendues. Et bien souvent, et oui, hein, il y a beaucoup de gens qui disent que tout est une réplique du passé qu'on n'a pas dépassé. Là, c'est la même chose. Bien souvent, il s'agit d'aller visiter dans l'enfance parce que tout ça, ça part d'un manque d'amour, un manque d'amour de soi, hein, puisque l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc, quand on a perçu ou quand on a eu le sentiment, hein, puisque face à une même situation, il y a même dans une fratrie, hein, il y a un enfant qui ne va pas forcément sentir du manque d'amour, là où il y a un autre enfant qui aurait aimé une autre maman, ou beaucoup plus, ou différemment. Je parle d'une maman, ça peut être d'un autre papa. Alors en général, quand j'ai des gens qui viennent me voir avec des problématiques de ce type, déjà, je leur explique que la première chose à faire, c'est d'arrêter de se juger. Et puis je leur explique surtout que quand on a des programmations dont on a du mal à se défaire, hein, qu'il s'agisse de crises de boulimie, qu'il s'agisse de comportements où on va consommer des drogues à répétition, ça peut être du tabac, ça peut même être de l'alcool, on va chercher en fait à remplir un vide. Alors même si chaque histoire est différente puisque chaque individu est unique et que selon, je dirais, les problématiques, les pathologies qu'il y a derrière, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une personne qui m'a dit ah bah oui, moi quand le fait de me remplir, hein, on était plutôt sur une pathologie liée à la boulimie. Et encore une fois, c'est un comportement, hein, quand j'entends les gens dire je suis boulimique ou je suis anorexique ou je suis alcoolique, non, non, non. Il y a un comportement d'alcoolisme qui se met en place, il y a un comportement de boulimie, mais à aucun moment il faut confondre l'identité avec un comportement qu'on peut adopter en réponse à une situation dans laquelle c'est le meilleur moyen qu'a trouvé un individu à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qui s'est dit que c'était le meilleur moyen et c'est parfait. Et c'est ça qu'on va aller chercher à rencontrer. Parce que tant qu'on est dans la résistance, une des grandes lois quantiques intéressantes et vraiment, je crois que c'est important de le souligner, de le mettre en rouge, c'est qu'à toute cause s'oppose une réaction de même force. Alors plus je vais repousser le produit, hein, si on est dans de la consommation de drogue ou si on est dans une consommation d'alcool en excès, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je fais grandir le problème en moi. D'ailleurs,
tout ce sur quoi je dirige mon attention, bah, mon énergie y va, hein. Donc en l'occurrence, si je me dis, ah bah là c'est terrible, j'ai ce problème-là, bah, je mets toute mon énergie là-dedans. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je lui donne de l'énergie. Donc quand je lui donne de l'énergie, plus je lui permets d'exister. Hein, j'en avais parlé avec le Covid, avec les manifestations, avec la polarité, ben là c'est exactement la même chose, c'est le même mécanisme. Donc en gros, plus je vais regarder quelque chose qui va me déranger, et plus je vais le nourrir, et plus je vais le faire grandir, plus je vais l'amplifier. Donc déjà, je vous l'ai dit, première chose à faire, arrêtons de se juger. Si c'est un problème, comme je vous l'ai dit, tout part du manque d'amour de soi. Si on est déjà dans le jugement, ben on est à l'envers, on n'a pas compris que c'est exactement le contraire qu'il s'agit de faire, hein. Et puis, si c'est la base de la base, c'est comprendre que si jamais je suis dans le jugement, du coup, mon estime de soi, elle va encore baisser. Donc, du coup, ça va être le cercle vicieux assuré. C'est le serpent qui se mord la queue et puis on ne s'arrête jamais. Oh, je suis nulle, je serai jamais capable. Puis, je vous l'ai dit, notre vie, c'est le reflet de nos croyances. Donc, tant qu'on nourrit des pensées aussi limitantes, notre énergie, elle baisse. Notre énergie baisse, pardon. Notre fréquence, elle baisse aussi. Notre système immunitaire baisse. Enfin, bon, voilà, nos fréquences, les gens qu'on rencontre correspondent à notre vibration. Donc, tout ça, c'est un cercle vicieux et on est loin du cercle vertueux qui va nous permettre justement, à partir, on va le voir, d'un changement de pensée, de pouvoir naturellement procéder à une alchimie et un changement. Et je vous l'ai dit, c'est naturel, il va rien, il n'y a pas de notion de difficulté derrière. Si on arrêtait de parler, par exemple, d'addiction, mais plutôt de comportement, déjà, il y aurait moins de poids, il y aurait moins de oh là là, ça me paraît infranchissable tout ça. Voilà. Alors, la physique quantique, elle nous apprend que la seule chose qui nous limite, c'est nos peurs. D'accord? Et c'est nos peurs, et puis j'ajouterais même nos croyances, parce que j'en ai largement parlé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, je remercie, il y a vraiment cet extrait de discours de Nelson Mandela que je vous invite à lire, et peut-être même à lire dans son intégralité plutôt que le court morceau que je vous ai choisi ici, que je trouve vraiment absolument merveilleux. Donc à chaque fois qu'on rencontre des problèmes de l'ordre de la compulsion, qu'il s'agisse de compulsion alimentaire, mais pas que, hein, à une substance, même à des jeux, hein. Aujourd'hui, on voit des compulsions de tout ordre, je vous l'ai dit, hein, ça participe à remplir un vide, hein. Tout ça, j'en ai parlé aussi dans la vidéo liée à la personnalité, et je vous invite éventuellement à la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue. Eh bien, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que ce comportement, il a quelque chose à nous montrer, il a quelque chose à nous dire. Donc, tant que je vais essayer de l'éloigner, il va taper de plus en plus fort. D'ailleurs, j'aime bien cette métaphore de dire, c'est comme si vous ne vouliez pas inviter un enfant turbulent à une fête, lui, il s'en rend compte, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre derrière la porte, et il va être encore plus turbulent jusqu'à ce qu'on l'entende, jusqu'à ce qu'on le fasse rentrer, et puis là, ça s'apaise parce qu'il est là et qu'il n'a plus besoin de crier. C'est exactement la même image. Voilà, donc puisque une addiction, quelle qu'en soit sa nature, hein, qu'elle soit rattachée à une drogue, à des aliments en excès, à des jeux, à du sexe, même à du travail, hein. Aujourd'hui, il y a des addictions de tout ordre, hein, depuis la nuit des temps, mais tout ça, ça part d'un manque d'amour, je vous l'ai dit, et surtout d'un manque d'amour de soi. Et donc, c'est important de comprendre qu'une addiction, elle sert à apaiser le sujet qui en souffre, en remplissant ce vide intérieur, ce sentiment de vide qu'il a à l'intérieur de lui et qui vient très très souvent de la petite enfance. Alors il y a toujours, je vous ai parlé de cet homme dans une de mes vidéos, et puis là je lis un livre que j'aime beaucoup, et puis j'invite voilà, les lecteurs sur ce type de sujet à vous procurer ce livre. Ça s'appelle Comme un vide en moi de Moussa Nabati. Et vraiment, j'aime beaucoup cet auteur qui est psychanalyste, et on sent qu'il a énormément d'approches derrière lui. Il parle très très bien de la dépression infantile précoce et de toutes les répercussions que ça peut avoir dans une vie, et notamment parfois cette facilité à essayer de combler ce vide. Alors quand je dis facilité, évidemment en apparence, avec que ce soit des aliments, du jeu, du sexe ou n'importe quel type d'addiction, voilà, qu'on rencontre facilement quand on est thérapeute, et puis même dans sa vie personnelle, hein, puisque moi je vous parlerai de mon expérience à moi juste après.
Alors, si on parle de carence affective, si on parle, Moussa Nabati, lui, il parle de carence matricielle, si on parle d'enfant intérieur, moi, c'est un petit peu plus mon vocabulaire, vous le savez, j'ai écrit pas mal d'articles autour de ça, et puis j'ai pas mal de protocoles par rapport à l'enfant intérieur pour aller réparer cet enfant intérieur qui souffre. Et bien, en fait, moi, j'ai tendance à accompagner les personnes par le biais d'une hypnose en éveil de conscience, où je vais utiliser des symboles, des archétypes, en fait, le langage de notre inconscient, ce avec quoi notre inconscient il nous parle la nuit à travers nos rêves. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a un enfant qui sommeille, et ce, quel que soit l'âge qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, 90 ans. Et l'idée, c'est plus vite on va aller le réparer, le réconforter, comprendre que la seule personne qui sait ce qui est bon pour nous, c'est nous. En fait, plutôt que d'être dans l'illusion qu'un jour papa ou maman va nous dire pardon, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. En fait, il n'y a que vous qui pouvez réparer ce que vous auriez aimé recevoir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout réparer à n'importe quel âge. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que quel que soit l'environnement dans lequel on grandit, que ce soit un environnement hyper réconfortant ou plutôt compliqué, plutôt même violent ou maltraitant, hein, ça dépend ce que vous avez choisi pour expérimenter dans cette incarnation, eh bien tout enfant va rencontrer des blessures. Alors les blessures, je ne reviens pas dessus, hein, j'en ai parlé plein de fois. L'idée, c'est vraiment de comprendre que vous pouvez tout réparer à n'importe quel âge et vous donner cet amour, puisqu'il s'agit vraiment, si on a une chose en commun à faire dans cette incarnation, même si chacun on est complètement unique, on a notre essence unique, cette unicité, eh bien si on a quelque chose en commun, c'est retrouver, contacter cet amour en nous, voilà, pour le vibrer, pour émaner cet amour, pour pouvoir le partager, pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir aider les autres à grandir, parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui se libère, eh ben, elle aide à permettre la libération des autres, puisqu'on est tous reliés. Alors, parler d'amour de soi, hein, c'est pas toujours facile quand on démarre de très loin. Alors, avant de parler d'amour de soi, on va parler d'acceptation de soi. Et puis, l'acceptation de soi, elle passe par le non-jugement. La conscience, elle n'a pas de jugement. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre encore une fois cette notion de boule multifacette et de dire, en fait, je m'aime et je m'accepte à travers toutes mes facettes, y compris celles et voir surtout celles qu'on n'aime pas trop regarder. Voilà, parce que c'est vraiment celle-là qui mérite notre intention et qui nous demande d'être regardée et d'être aimée. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune situation qui est plus élevée que notre capacité, nous, à la transcender, à la transformer. C'est pour ça, d'ailleurs, très souvent, qu'en physique quantique, on parle d'alchimie. Alors évidemment, moi, mon travail, il consiste à accompagner les personnes déjà à prendre conscience qu'elles ont toutes les ressources en elles et leur montrer parce que à l'intérieur de nous, on a tout expérimenté, toutes les expériences d'amour, de joie, etc. Toutes les expériences les plus élevées, il suffit juste d'aller les réactiver là où à un moment donné, on a pu encoder des croyances limitantes ou des expériences de vie qui font qu'on n'y croit plus ou qu'on a l'impression qu'on est dans le no futur, quoi. À quoi bon? À quoi bon? Voilà, donc c'est aller reconnecter ça. Et puis, une fois qu'on permet à la personne de reconnecter à ses ressources, l'idée, c'est pas d'aller travailler pendant des années et des années à refaire toute l'histoire, aller fouiller dans le passé, parce qu'il y a un instant où on peut tout réactualiser, c'est le moment présent. Donc, j'irais même, on se fout du passé, quoi. Moi, je suis vraiment dans ces thérapies solutionnistes, hein. On est dans les courants des thérapies brèves, puisque de toute façon, la vie nous ramène constamment sur un plateau ben, des répliques de ce qui n'a pas été réglé. Donc, on n'a pas besoin d'aller refaire toute l'histoire. Alors, évidemment, je travaille en kinésiologie. Donc, en kinésiologie, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec le test musculaire, hein. Je montre là parce que très souvent, on va travailler avec ce muscle-là, le deltoïde, pour aller dialoguer avec le corps. Et puis, à partir de certaines techniques, certains protocoles, on va aller, par exemple, faire un tracking pour aller voir là où l'événement a pu se répéter et là où c'est le plus pertinent d'aller travailler pour aller désencoder l'information là où elle s'est encodée et aller justement changer de paradigme ou installer une cognition positive, une pensée positive, ce qu'on aurait aimé se dire ou ce qu'on aurait aimé visualiser ou rencontrer à ce moment-là, puisque je vous le rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc on peut absolument tout changer, tout transformer. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Alors, les thérapies solutionnistes, c'est quoi? C'est de dire comment je peux accéder
à mon potentiel, à celui qui va me permettre de transformer le problème sans aller dans le passé et puis vraiment prendre conscience que si ça se joue ici et maintenant, c'est qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de transformer les choses? Souvent, c'est l'ego qui peut nous ramener, bah oui, mais dans le passé, il s'est couvre de moi, c'était ceci, c'est passé cela. Ou alors au contraire, bah oui, mais là, je vois pas de perspective d'avenir. Mais non, ici et maintenant, on peut tout changer. Ok. Voilà, donc on a le droit de constater qu'il y a des choses qui vont pas, sans les juger. Et puis, vraiment, d'utiliser le temps qu'on a, hein, d'utiliser la conscience qu'on a qu'il y a une problématique aujourd'hui pour aller se donner de l'amour, pour aller entendre ce qui n'a pas été entendu et pour aller changer le comportement, non pas à partir du comportement, mais comprendre que le comportement va naturellement se transformer à partir du moment où on prend conscience de nos pensées qui vont créer une émotion parce que tout ça, c'est en interrelation, c'est interrelié. Voilà, c'est complètement corrélé. Alors oui, ça c'est valable pour les émotions. Pourquoi c'est valable pour les émotions? Parce que plutôt que de dire je veux surtout pas être triste ou je veux surtout pas être en colère, ben c'est pareil, quand on veut surtout pas être en colère, qu'est-ce qu'on fait? On s'autorise pas à la sortir, ça bouillonne et puis c'est vraiment l'image de la cocotte minute et puis un jour ça explose complètement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les gens qui s'autorisent pas à être en colère, le jour où on les voit, on appelle ça des faux colériques. Et c'est des gens qui vont exploser, on va dire, oh là là, bah lui, je l'ai jamais vu comme ça. Ah oui, mais c'est pas étonnant. Vous imaginez la puissance de la colère là-dessous, là, qui bouillonne. Et puis surtout, à quel point on se fait du mal, puisque je l'ai dit plein de fois, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Faut pas être étonné après. Si des gens comme ça, qui sont toujours dans la colère, mais qui ne le montrent pas, ou au contraire, qui ruminent en permanence, vont faire des crises de foie. Hein. Tout ça, la colère, elle est rattachée, je vous le rappelle, dans les fondements de la médecine chinoise, hein, ce sur quoi s'inspire complètement la kinésiologie, bah, c'est sur cet élément bois, sur la saison du printemps, cet organe, le foie et donc la vésicule biliaire aussi. Hein. Voilà, donc on se fait de la bile, hein, toutes ces expressions qui sont très parlantes. Alors moi, je vous dirais que grâce à quelqu'un qui m'a formée en psychobiologie quantique, plutôt même que de dire je vais résister à mes émotions, je ne veux pas les voir ou je vais les accueillir quelques instants, ben moi je vous dirais mais non, au contraire, aujourd'hui on sait qu'on peut les utiliser parce que même s'il y a beaucoup d'auteurs comme Joe Dispenza qui a écrit des best-sellers incroyables pour pouvoir attirer à soi ce qu'on veut dans la vie, lui il avait la recette magique d'utiliser la joie. Bah oui, parce que la joie essentielle, c'est sûr que à égalité avec la colère ou la tristesse, ben, on a tendance à parler d'émotions élevées parce qu'en fréquence vibratoire, c'est plus élevé. Maintenant, si vous prenez, et ça c'est quelque chose que je cite dans mon livre Les secrets de la conscience quantique, si vous prenez une enfant qui a été violentée pendant des années par ses parents, vous imaginez la colère qu'elle peut ressentir, cet enfant. Et bien cet enfant ou cet ado ou cette jeune femme, le jour où elle claque la porte, mais plutôt que de réprimer toute cette colère, si elle l'utilise, ben en fait, cette force, elle va être colossale, bien plus colossale ou en tout cas tout autant qu'une magnifique joie, hein, à l'occasion d'une journée aussi belle que je sais pas moi, de mettre au monde la plus belle chose qui puisse arriver, en tout cas à mes yeux, c'est un enfant. Ben, cette colère qu'elle a, cette jeune femme, elle va être hyper puissante et elle va pouvoir, avec cette colère, pouvoir attirer à elle ce qu'elle a envie d'attirer à elle dans la vie en utilisant voilà, cette force contraire. Donc, il y a déjà pouvoir se réconcilier avec ses émotions en prenant conscience de cela. Et puis, il y a une technique qui est inspirée du chamanisme qu'on utilise beaucoup, que ce soit en hypnose, même dans le quantique. Il y a une technique qui s'appelle la récapitulation. En fait, on va réutiliser toutes les émotions qui, à un moment donné, ont pu nous fatiguer, des moments où on a pu se sentir très triste. Hein. C'est récupérer tous ces moments-là et puis on va vraiment les ramener vers soi et plutôt que de se dire, bah, ça nous plombe, ça s'en va, ça nous met vers le bas, ça nous abaisse, bah, on va se dire, tout ça, je le récupère et je le recycle. Alors, soit on va donner vraiment cette image de, dans le chamanisme ou dans l'hypnose, on a tendance à, on le récupère, on le souffle à la terre. En psychobiologie quantique, on peut en faire des boules d'énergie, on peut commander autre chose. Mettez-y les images que vous voulez. En tout cas, c'est une technique qui est redoutablement puissante, efficace pour pouvoir vraiment profiter de cette énergie, voir que rien ne se perd, tout se transforme et en conscience de ça, mais c'est un outil qui est hyper puissant.
Alors aujourd'hui, on a compris grâce à la physique quantique, hein, comme nos corps étaient faits d'énergie, hein, tout est de l'énergie, hein, à 99,99999%. Donc autant dire que cette matière de 0,01, c'est pas ce sur quoi il faut se concentrer. Donc si tout est énergie, tout est mouvement, d'accord, tout est vibration, on peut dire que la vie c'est un mouvement. Donc si on se fiche sur un problème, qu'on résiste au changement, c'est à cause de ces croyances limitantes, ces fameuses croyances. Et vu que l'énergie, l'univers, bah, c'est toujours en mouvement, la réalité, elle est obligée de nous forcer au changement si on n'y va pas de nous-mêmes. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce changement, si on n'y va pas de nous-mêmes, il peut prendre l'apparence d'une maladie. Ce matin, j'écoutais un témoignage très poignant d'une femme qui s'est pas écoutée, qui n'a pas écouté son corps, qui a joué, comme elle dit, à la Wonder Woman. Et puis un jour, bah, elle s'est retrouvée clouée sur son lit. Elle a dû subir une opération très lourde qui a duré plus d'une dizaine d'heures. Et quand elle s'est réveillée, eh bien, les médecins l'ont entourée en lui disant, écoutez, on est désolé, l'opération a mal tourné, elle a atteint la moelle épinière et puis vous ne pourrez plus jamais marcher. Alors finalement, de par la force de ses croyances, hein, déjà, elle le dit, j'y ai pas cru 5 minutes que je remarcherais pas. Et ben, elle s'est mise à s'écouter, elle a réussi avec le temps à remarcher. Aujourd'hui, elle se tient debout. Du déambulateur, elle est passée à la canne. Aujourd'hui, elle est capable de se tenir debout toute seule. Et puis, elle a été pleinement vers ses rêves, là où elle les avait abandonnés. Donc, je dirais que son témoignage, il est très beau. Il y en a partout quand on commence à regarder, à s'intéresser à ce genre de témoignage. C'est vraiment écoutez-vous. Et puis, qu'est-ce que vous attendez? Que l'univers vous force à vous écouter, à vous respecter, à vous aimer, ou est-ce que vous avez envie de prendre les devants et voir que finalement la vie, elle ne nous demande pas de nager à contre-courant, mais de nous laisser porter en réalisant, en expérimentant ses rêves, ce qu'on a envie, en reconnectant à ses désirs profonds, puisque être en vie, ben, c'est répondre pleinement à ses envies, à ses plaisirs, hein, mais les envies, pas celles qui s'achètent, voilà, celles qui sont vraiment en nous, quoi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que bah, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des accidents de la vie, des maladies. Il y en a d'autres qui vont être secoués par d'autres événements. On n'est pas là pour juger ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est comme ça. En tout cas, vous l'entendez de partout, on l'entend de partout. Et je vous l'ai déjà dit, la Terre en ce moment l'ascensionne. C'est ce qui fait que vu qu'elle n'est pas polarisée, il n'y a pas d'énergie qui est positive ou négative. Il y a beaucoup d'énergie, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a envie de l'utiliser à bon escient parce qu'on travaille sur soi, ou est-ce qu'on a envie de la laisser pour nous montrer tout ce qui ne va pas, parce que tant qu'on va résister, ben, avec cette ascension et toute cette énergie, en général, on va avoir tendance à se le prendre en pleine tête. C'est pour ça qu'il y a plein de gens en ce moment qui poussent les portes des cabinets pour dire, oh là là, là je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai envie d'aller vers moi. Et c'est super. Alors, quand on travaille, que ce soit en physique quantique, en kinésiologie, par la médecine chinoise, bon, très vite, hein, moi j'ai expérimenté plein de techniques, j'ai expérimenté encore, je suis une curieuse, voilà, par nature, et puis en même temps, je pense que de mon histoire, à un moment donné, c'est ce sentiment de manque de légitimité qui m'a fait aller à peu près partout et qui me permet aujourd'hui de me concentrer vraiment sur ce qui me parle le plus et puis de créer ma méthode à moi parce qu'au bout d'un moment, bah, quand on fouille partout, bah, on fait une patte qui est bien à soi hein, parce qu'en séance, on ne peut pas tout utiliser, le quantique, l'hypnose, d'autres méthodes tirées de l'EMDR, de la kinésio, de la PNL, du coaching, etc., etc., etc. Et même ce dont on peut se nourrir à travers les livres, tirés de la psychanalyse, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on se sent bloqué, c'est que l'énergie, elle ne circule plus. Et là, il y a quelque chose à débloquer, puisque je vous l'ai dit, la vie, elle est mouvement. Donc, c'est ça qu'on va venir chercher. C'est ça qu'on va venir chercher à débloquer. Et en général, le moyen le plus rapide et le plus efficace, c'est de passer par le corps, parce que l'intelligence est dans le corps. On a tendance à dire le mentalement, l'intelligence est dans le corps, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré aujourd'hui. Pendant longtemps, j'avais besoin de comprendre, de tout comprendre et pourquoi et machin. C'est bien de comprendre, mais si derrière on n'en fait rien ou on n'arrive pas à transformer la chose, ben, et alors hein, notre corps, c'est vraiment notre enveloppe corporelle. C'est là d'ailleurs où l'inconscient, on va pouvoir dialoguer avec lui, le comprendre à travers nos sens, à travers, je vous l'ai dit tout à l'heure, même nos rêves, etc. Donc c'est le corps qui permet ça.
Donc aujourd'hui, en compréhension, en ayant vraiment intégré que l'intelligence était dans le corps, ben, on va remettre de l'énergie. On n'est même pas obligé de comprendre pourquoi on est tombé malade ou pourquoi il s'est passé telle ou telle chose dans notre vie. C'est OK. Je remets du mouvement là où j'avais besoin de remettre du mouvement et remettre du sens. Pourquoi pas si on a besoin, parce qu'on est quand même dans ces cultures où, pour avoir vécu pendant presque 6 ans en Équateur, ils n'ont pas du tout la même approche et du corps et de la maladie, hein. Vous allez voir des indigènes, eux, ils viennent voir le chaman et puis c'est je suis malade, j'ai besoin de remettre un lien avec la nature parce que je sens que j'ai été coupée de cette nature. En occidental, c'est pas du tout le regard qu'il va avoir. Et on n'est pas là pour dire ben, notre regard est plus juste ou plus faux. C'est OK. L'important, c'est qu'on se sente mieux derrière, quels que soient les moyens qu'on va utiliser. Moi, à un moment donné, j'avais besoin de comprendre via des approches plus psychanalytiques. Aujourd'hui, je vais facilement me tourner vers la médecine chinoise, de l'acupuncture, des choses où j'ai même pas besoin de savoir pourquoi, même si effectivement, je dirais que ma curiosité naturelle, mon appétence à tout ça fait que ben, dans l'idéal, j'aime bien mixer le tout et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je propose des approches qui me permettent de mettre et des mots et du sens et puis d'aller vraiment corriger dans le corps puisque l'intelligence est là. On parle, d'ailleurs, je suis la première à vous parler de l'intelligence du cœur. Je suis loin d'être la seule, évidemment. Mais c'est même pas le corps qui sait tout, c'est le cœur. Et le corps, évidemment, il est logé dans le corps. Alors aujourd'hui, on s'en rend compte, hein, on s'en rend compte, on est dans une vraie quête identitaire. On est beaucoup dans la recherche de son essence. On se dit, ben, je me rends compte que finalement, je suis pas là où j'avais envie d'être. Je me rends compte que j'ai abandonné des rêves. Je me rends compte que là, j'ai envie d'aller vers quelque chose. Et là où pendant des années, moi, j'entendais mes grands-parents dire, ah, c'est pas de chance, votre génération, nous, on faisait le même métier toute notre vie. Moi, je trouve que c'est une vraie chance, au contraire, parce que de par ce qu'on a pu ressentir comme de l'insécurité à un moment donné, bah, c'est ce qui nous a permis aussi de nous intéresser à plein de choses, de multiplier les expériences professionnelles et à un moment donné de se dire est-ce que ça j'ai vraiment envie de faire ce métier ou pas, est-ce que j'ai envie de le faire toute ma vie ou pas. Et, euh, et cette quête identitaire, bah, en fait, elle sert à nous reconnecter à notre moi profond. Elle sert à dépasser avant tout notre peur de la mort parce qu'en fait les gens, et je me rends compte tout le temps, hein, qui ont le plus peur de mourir, bah, c'est les gens qui vivent pas. Donc ils ont l'impression d'avoir loupé quelque chose. Donc ils se disent, ben, si je meurs demain. C'est ceux qui veulent très souvent laisser des empreintes, hein. Ce qui était d'ailleurs le cas de mon père, je l'ai compris plus tard, lui qui voulait absolument laisser une empreinte jusqu'à même créer une empreinte au niveau des pieds de footballeurs, etc. Là où c'était tout ce qu'il exécrait, hein. Il voyait le côté très, très financier du football, là où lui, il affectionnait pas du tout et il comprenait pas qu'on puisse s'extasier devant une partie de foot. Donc voilà ce que j'ai compris de cette empreinte. Et puis j'en profite pour faire une autre parenthèse personnelle. J'ai mon mari qui vient de sortir un livre merveilleux sur la mort. Et voilà, je vous invite à le lire parce qu'il est passionnant. Et puis il s'agit vraiment d'une aventure vibrée puisque lui, il a côtoyé de près, de par une de ses expériences personnelles avec l'ayahuasca, la mort, et c'est ce qui lui a permis d'écrire autour de ce livre et d'en faire une apologie, l'apologie de la mort. Voilà. Donc c'est un sujet qui là aussi nous rapproche, puisque pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai expérimenté de nombreuses fois des passages d'âme, et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi, et d'avoir fait un choix conscient à un moment donné, de dire non, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire ça parce que les passages d'âme que je faisais, c'était plutôt des gens qui étaient dans le bas astral, que je faisais monter dans la lumière. Et aujourd'hui, j'ai choisi vraiment non plus d'attirer ce genre d'expérience et d'âme, mais au contraire d'être pleinement en vie. Voilà. Et, et ça me va plutôt beaucoup mieux. Voilà, même si j'ai mis du sens, même si j'ai compris que c'était de par mon expérience de jumeaux perdus que tout ça me raccrochait à ce type d'énergie, de vibration. Et puis bien d'autres et d'autres expériences. Aujourd'hui, je vous parle de troubles du comportement alimentaire. Moi, il faut savoir quand même que dès l'adolescence, je sentais un vrai mal-être, une estime de soi qui était vraiment très basse, hein. J'avais une sœur qu'on appelait Sandra Plus pour rigoler. Je crois que c'est moi qui l'ai nommée comme ça. Et j'avais toujours le sentiment qu'elle était plus forte que moi, qu'elle savait tout mieux que moi, puis elle se gênait pas d'ailleurs
pour me le dire, intellectuellement parlant, c'était elle qui réussissait à l'école, c'était ce qui était valorisé hein, de la part de mon père, j'en ai déjà parlé. Donc moi, je me sentais un peu nulle par rapport à tout ça. Et très tôt dans l'adolescence, au moment où on est en pleine quête identitaire, au moment où on a envie de transgresser les règles, parce que ça fait partie de l'adolescent qui a besoin de se trouver, qui a besoin de se rencontrer, qui a besoin de savoir qui il est, là où il sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore en lui, mais il ne sait pas véritablement qui il est, et puis personne arrive à lui dire, ben, on voit bien que c'est un étranger hein, pour la famille, puisqu'il quitte le corps de l'enfant, et en même temps, c'est pas tout à fait un adulte, et puis là où dans certaines cultures, on va leur donner un statut de membre à part entière avec des rites d'initiation, par exemple, là, dans nos sociétés, l'adolescence, c'est pas un moment facile, hein, même si c'est une notion qui est assez récente. Je parle pas de la puberté, mais vraiment de l'adolescence. Donc du coup, bah, pour en revenir à moi très rapidement, j'ai fait des fêtes. J'étais une vraie fêtarde. Hein. Ma mère elle me disait toujours, mais Ambre, la vie c'est pas la fête. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire la fête. Ça m'amusait beaucoup. Là où ma sœur était très studieuse, bah, c'était là aussi un moyen pour moi de me différencier d'elle. Hein. De toute façon, on a toujours marché toutes les deux un petit peu. Je parlais de jumelles, on a été un peu élevées dans beaucoup de comparaisons. Donc là où moi je m'autorisais à faire des choses, elle ne s'autorisait pas, etc. Donc très vite, ben, moi j'étais la rigolote, j'étais celle qui adorait faire la fête, qui adorait voir les copains, qui adorait très vite boire un petit coup de trop, puis ça me rendait rigolote. Hein. Ça me permettait de dépasser là où je sentais que j'avais l'estime de moi-même qui était vraiment très basse. Et puis après, évidemment, c'est le cercle vicieux. Alors, j'ai de la chance, ou pas de la chance, en tout cas, c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est pas une question de chance, c'est une question d'expérience, peut-être de peur, etc. J'ai travaillé dans des milieux où il y avait beaucoup de drogue, puisque après avoir passé 15 ans, 13 ans à peu près dans le milieu de l'informatique, il y a des postes qui étaient plutôt à responsabilité puisque j'étais cadre. J'étais d'abord responsable marketing, puis j'ai fini directrice marketing. J'ai jamais touché à la drogue parce que ça me faisait peur. Dans l'histoire que j'ai choisie dans cette incarnation, ben, j'ai jamais voulu toucher à la drogue, même si Dieu sait que du jour où je suis passée du milieu de l'informatique au mannequinat, j'étais entourée de gens qui utilisaient à peu près toutes les substances possibles et inimaginables qu'on peut imaginer. Hein. La coke, les amphettes, ben voilà, j'ai même plus les noms en tête parce que je vous dis, c'est pas un truc qui m'attirait, c'est un truc qui me fait très très peur. Ben, en revanche, là où l'alcool c'est plus pernicieux, c'est que l'alcool, ben, c'est culturel. Hein, tout le monde peut boire un coup et alors c'est très français, là où sur d'autres pays c'est plus problématique ou c'est vu différemment en tout cas où il n'y en a pas. Hein. Je pense à l'Équateur où les gens ils sont plutôt consommateurs de bière, mais on n'est pas tellement dans le vin à table, etc. Il y en a même très rarement au restaurant. Donc voilà, donc moi en fait c'était un petit peu le truc qui à un moment donné, je me suis dit, oulala, bah, quand ça va pas, alors évidemment je ne m'en rendais pas compte, hein, mais je perdais complètement la connexion avec mon corps et je crois que c'est ce que je recherchais en fait. Je recherchais cette forme d'anesthésie et là où au départ l'alcool on peut croire que c'est un super ami, c'est que bah, c'est super, ça détend, bah, c'est super, ça nous rend plus rigolo, bah, c'est super, mais en définitive c'est un dépresseur donc c'est toujours pareil, l'alcool ça baisse vos vibrations. Quand on baisse ses vibrations, bah, on baisse au niveau de son système immunitaire et puis on a des relations qui nous confortent enfin qui sont dans ces vibrations basses et puis on a une image de soi qui est vachement amoindrie et qui fait qu'on a des oh ben, je suis nulle, de toute façon je vois rien ou pourquoi moi je tiens pas là où les autres y tiennent ben, parce que je crois que ça dépend, c'est toujours pareil, depuis quel espace je consomme. Est-ce que c'est pour m'anesthésier de quelque chose que je veux pas voir et d'un manque d'amour ou est-ce que c'est juste parce que oh bah tiens ça fait du bien de boire un coup et puis c'est plus festif et puis c'est ancré comme ça en France et puis voilà. Ok. Donc, peut-être parce que j'ai eu la chance de commencer à travailler tôt sur moi, de mettre en place plein de compréhensions et de techniques pour augmenter cette estime personnelle. Et puis, parce que je suis quand même dans un environnement très aimant, on a su me dire à un moment donné, au bas-stop, parce que là, c'est pas terrible. Et puis, c'est pas du jugement en moi, c'est juste que
là, il y a peut-être quelque chose à aller visiter qui va pas bien, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire ce travail de réparation de l'enfant intérieur, qui a mis du temps, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut tout réparer, puis en soi, il n'y a rien à réparer en contentieux, hein, j'aime bien ce mot en langage des oiseaux d'ailleurs, c'est le contentieux avec les cieux, avec papa ou avec maman, c'est en soi quoi. Et ce travail, c'est un travail qui est magnifique. Moi, je propose beaucoup en séance, déjà de couper le lien de souffrance avec les parents et puis de réparer son enfant intérieur parce qu'on peut tout réparer. Et d'ailleurs, je me souviens d'une expérience personnelle quand je vivais en Équateur avec mon mari. Ma mère me dit, bah, tiens, je vais déménager ta grand-mère parce qu'elle peut plus rester dans sa maison seule. Bon, je vous passe les détails, hein, et je dis à ma mère, bah, écoute, je vais venir t'aider à déménager la maison. Et puis, il y a une photo que vraiment, pendant des années, ma grand-mère, c'est une figure d'attachement qui est immense pour moi, hein. C'est quelqu'un que j'aime profondément, qui a accompagné toute ma jeunesse, qui à chaque vacances scolaires, nous accueillait, nous gardait avec toutes les attentions possibles, inimaginables. Et aujourd'hui, je fais en sorte de lui rendre parce qu'aujourd'hui, c'est elle le petit être fragile à protéger. Et à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, donc comme je vous le dis, à toutes les vacances scolaires à peu près, il y avait une photo de moi que je voyais sur une de ces pendules, ces vieilles pendules là, horribles d'ailleurs, soit dit en passant, et enfin que je trouve horrible, hein. Et puis je voyais cette photo et à chaque fois j'avais vraiment ce sentiment de... Je la repoussais, je disais à ma mère, mais comment t'as pu me couper les cheveux comme ça? J'avais une coupe de cheveux toute courte. À un moment où ma mère, elle se battait tellement avec l'école que ça avait été la solution radicale. Et en fait, cette petite fille, ma mère, elle me disait toujours, mais écoute, hein, je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas cette photo, tu étais tellement mignonne. Et moi, tout ce que je voyais sur cette petite photo, cette petite fille, c'était une petite fille qui allait pas bien, quoi, qui avait pas envie de vivre, qui se demandait ce qu'elle foutait là, dans cette incarnation-là. Et, euh, et puis bon, bah voilà, les années passent et puis à chaque fois vraiment que j'allais dans la maison de ma grand-mère, je comprenais pas qu'elle garde cette photo et avec tout ce que cette petite fille, elle me renvoyait comme espace de non-acceptation de cette incarnation. Et puis un jour, bah, ce fameux moment arrive, je prends l'avion, j'arrive en France, je vais aider ma mère à faire ce déménagement. Et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, c'était naturel. Je dis à ma mère, oui, oui, en fait, tu as raison, j'étais super mignonne à cette époque et j'ai pris la photo. J'ai pris la photo, je l'ai gardée avec moi et puis un jour, j'en parle à une personne qui m'a accompagnée pendant de longues années et notamment dans ce travail de réparation intérieure parmi toutes les séances qu'on a pu faire. Elle m'a accompagnée plusieurs fois à aller réparer cette petite fille blessée. Et je raconte, mais comme ça, je crois que c'était à l'occasion d'un week-end de feng shui où on parlait des photos, de l'importance de réactualiser les photos souvent chez toi, parce que quand on réactualise pas les photos, ben, on a tendance, quand on va chez ses parents, à avoir l'impression que c'est toujours nous petits et qu'on est des petits par rapport à ses parents, ou au contraire, ben, si on a une nostalgie par rapport au passé, en tant que parent, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai vieilli, qu'est-ce que j'ai pris des rides, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et donc, du coup, de l'importance, elle nous expliquait que c'était bien de réactualiser les photos. Après, encore une fois, c'est une croyance, hein. Si vous êtes bien avec vos photos et vos petits bouts de chou quand ils ont 4 ans et qu'aujourd'hui ils en ont 20 et que ça ne vous procure pas une émotion qui est inconfortable, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer toutes les photos de la maison. Et je raconte mon expérience personnelle. Je dis, oh, ben moi, il m'est arrivé un drôle de truc. Et je raconte, mais vraiment hyper naturellement, sans me rendre compte de la chimie qui s'était opérée. Et puis là, cette personne, voilà, Pascal, elle me dit, mais écoute, cette histoire, elle est magnifique parce que tu te rends compte le travail qui a été opéré sur cette petite fille intérieure. Et là, je réalise, je fais, mais oui, en fait. Et c'est vrai que tout est une question de regard qu'on porte sur la vie. Bah, j'avais plus du tout le même regard. Cette petite fille qui était exactement la même, hein, que j'ai regardée pendant des années et qui m'inspirait ce waouh, je peux pas. Et ben là, cette petite fille, elle m'apparaissait super mignonne. Et cette petite fille, je l'ai toujours avec moi dans les photos et elle m'inspire toujours ce ah ouais, elle était mignonne, évidemment qu'elle était mignonne, cette petite fille. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux vous faire passer dans cette expérience qui est complètement personnelle, qui est réelle, qui est vibrée? Ben, c'est que quand
On met son énergie non pas dans le jugement, non pas dans le reproche, non pas dans le j'y arriverai pas et toutes ces croyances limitantes qui fait qu'au bout d'un moment on reflète la vie qui ressemble à nos croyances. C'est que utilisez plutôt votre temps à faire croître cet amour en vous et voyez à quel point tout change. Comme il y a le plan divin qui vous présente sur votre chemin des gens qui vous ressemblent et puis des occasions magnifiques de profiter, de vibrer, d'ascensionner, de se sentir bien et c'est QFD, quoi, voilà. Alors à l'inverse, vous l'avez compris, hein, si on met des produits dans son corps qui vibrent bas, hein, et puis qui nous plongent vers le bas, que ce soit de la drogue, de l'alcool, alors je ne vais pas dire du sexe, mais ça dépend depuis quel espace on le fait et puis comment on le fait. Euh, c'est pas pour rien que des fois on parle de perversion, là où au contraire, dans la polarité de l'amour, le sexe est la plus belle chose, hein, que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez le sentiment qu'il y a une problématique, c'est déjà de vous dire quand vous mangez, si c'est lié à l'alimentation, quand vous consommez de l'alcool, si c'est lié à de l'alcool, enfin voilà, tout comportement qui peut être problématique, mais déjà c'est de revenir ici et maintenant. Hein, c'est la force de l'ici et maintenant, et puis c'est de se dire depuis quel espace je le fais. Est-ce que c'est l'espace de je veux m'anesthésier ou est-ce que c'est l'espace de non, je profite d'un moment. Est-ce que c'est l'espace de tiens, j'ai envie de prendre ce bout de chocolat parce que ça me fait vraiment plaisir et que le petit goût me plaît ou est-ce que c'est pour remplir un vide, un manque d'amour la possibilité, je ne sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière, une personne qui est venue me voir pour des problèmes de boulimie et elle m'a dit ah bah oui, naturellement, ça m'a permis de ne pas dire. Et oui, c'est très souvent, hein. Et après, quand on regarde un décodage, c'est pas exactement, même si tout part d'un manque d'amour de soi, c'est pas toujours les mêmes problématiques qui sont derrière, hein. C'est sûr que quand on a quelque chose dans la bouche, ça nous évite de parler. Et puis si c'est ce que la personne elle a trouvé à ce moment-là, la première fois, pour pas dire les choses et que ça a été parfait pour elle à ce moment-là, après le cerveau c'est une réplique, même si en général le contexte il est plus là. Donc, dans les thérapies cognitives, comportementales, on sait aujourd'hui avec les neurosciences, hein, je vais vous mettre ce schéma là qui apparaît à l'écran, on a compris en fait que là où depuis des années, vous prenez par exemple les alcooliques anonymes, tout ça, ils essayent de changer par le faire, c'est-à-dire par le comportement, par les actions. Tant que vous démarrez par là, vous êtes dans la résistance, donc c'est pire, vous passez votre vie avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Si au contraire, vous comprenez que en changeant vos pensées, forcément l'émotion qui est qui est reliée en fait à cette pensée, elle est tout autre et qu'elle va générer naturellement un autre comportement, mais c'est très facile, on n'a même pas parlé d'addiction, c'est juste un changement de comportement, point barre. Donc, nos pensées, elles jouent un rôle capital, je vous l'ai dit, dans la puissance de nos croyances. Et une émotion, ça peut être défini comme la réponse que notre cerveau il va avoir face aux événements qu'il rencontre. Donc, cette réponse, elle va générer des états physiologiques, qui à leur tour vont donner naissance à des comportements, etc. Donc vous avez compris, il s'agit de prendre le problème à l'envers. En fait, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, c'est elles qui sont au cœur des processus addictifs. Alors qu'on cherche à se remettre d'une séparation amoureuse, qu'on cherche à soulager un stress, une douleur, etc. Mais c'est ça qui va faire qu'on va par exemple se mettre à consommer parce que ça va nous procurer des effets plaisants. Et puis après, la perversion, c'est que pour obtenir le même effet, il va falloir aller toujours plus loin, toujours plus vite, augmenter les doses. Et, euh, et puis après, voilà, on ne va pas s'amuser à faire les différences entre les différentes substances, hein. L'alcool, là où un verre va déshydrater, donc on va en appeler un deuxième, puis on ne va pas se rendre compte, puis on va augmenter les consommations. Le tabac avec tout ce qu'ils mettent, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, hein. Moi à l'époque, quand j'étais fumeuse, on me disait, en fait, c'est dans les premières lattes qu'il y a vraiment tous les solvants, les adjuvants, etc. Il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, quand on parlait de vin, hein, qui est très présent dans la Bible, tout ça, il y avait une vraie dimension sacrée, il y avait un rituel autour de tout ça. C'est la même chose pour le tabac. Dans le chamanisme, on utilise beaucoup, beaucoup de tabac. D'ailleurs, on va l'inhaler, on va le sniffer. J'ai déjà fait dans des cérémonies chamaniques quand j'étais en Équateur. C'est tout sauf sympa, hein. Ça donne pas vraiment envie de recommencer et de partager ça la journée d'après.
Bon, ça permet d'accélérer un peu le voyage, la montée avec les plantes derrière, etc. Maintenant, je vous mets un petit peu au défi de me trouver soit de l'alcool, soit du tabac qui soit pas avec soit les sulfites, les adjuvants, enfin, tout ce qu'on a pu rajouter et qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette dimension sacrée. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est si les émotions, je vous l'ai dit, elles sont au cœur du processus addictif, bah, c'est vrai aussi pour la résolution, hein. À partir du moment où on va apprendre à, j'aime pas trop le mot contrôler nos émotions, mais apprendre à les regarder, apprendre à les accueillir, apprendre à les décoder, bah là, ça devient plus un problème, puisqu'à partir du moment où on accueille, on accepte, on n'est pas dans le jugement, et ben l'émotion, elle disparaît très vite. On peut même la transformer, on peut même, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'utiliser, et puis bah, là, c'est gagné. Faut arrêter d'avoir ce regard d'accusateur, de jugement sur les émotions, parce qu'en fait, elles sont toutes bonnes, hein. Je vais vous mettre ce schéma. La colère, ça sert à mettre des limites, par exemple. La tristesse, à nous faire prendre conscience qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a un vide en nous. Elles ont toutes des messages, c'est des alliés, les émotions. Pourquoi nous, on a mis un regard de jugement derrière toutes ces émotions? Bah, tout simplement parce qu'on a entendu, hein, des choses que nos parents nous ont dit, que des fois, d'ailleurs, on peut s'étonner à répéter alors qu'en conscience, on sait que c'est pas une bonne chose, et que nos parents eux-mêmes avaient entendu des grands-parents, etc., etc. Par exemple, de dire ah ben c'est pas beau, hein, bon, tu vas pas pleurer à ton âge, tu es une grande fille maintenant, hein, ou ah ben c'est pas beau un garçon qui se met en colère, hein. Ah ben bon voilà, toutes ces inepties. Voilà, alors bon, bah, vous l'avez compris, on en revient toujours et toujours à la même chose, hein, prendre conscience de la force et de la puissance de nos croyances, prendre conscience de l'importance de nos émotions, et puis apprendre à les gérer, apprendre à jouer avec, apprendre à les utiliser, apprendre à les décoder, comprendre qu'une cognition, hein, donc une pensée, elle peut être aidante, elle peut être ressource, ce qu'on appelle les cognitions positive ou elle peut être réductrice, donc négative. En prenant conscience de nos pensées négatives, ben, on peut les reprogrammer, hein. On peut absolument tout transformer, je le dis, je le répète, hein. On a cette capacité à tout transcender, et puis en transcendant ça, on agit forcément sur notre système émotionnel, c'est une vraie boucle. Et naturellement, il y a le comportement qui va changer, qui est en réponse à ces deux premiers niveaux. Et ouais, hein, c'est pas pour rien qu'on dit je pense donc je suis. Tout se rejoint. Alors, si vous voulez changer de fréquence, je vous invite vraiment à travailler sur ça, sur vos cognitions, vos croyances, vos pensées, sur tous les conditionnements qui vous immobilisent. Et donc, bah, qu'est-ce qui nous immobilise? Nos peurs, hein. Nos peurs, on y revient toujours, hein. C'est quand on parle d'addiction, bah, on parle d'une perte de liberté. Or, on est des êtres libres, le mouvement il est partout. On peut être à peu près addict à tout. Aujourd'hui, on voit les addictions de téléphone portable, on voit plein de nouvelles addictions qui naissent. Il y en aura toujours. Enfin, il y en aura toujours, croyances limitantes. Mais je veux dire, elle se multiplie parce que tant qu'on est dans le je veux pas écouter mon inconscient, je veux pas écouter mon corps, ben, on se raccroche à tout type de fuite, et c'est le meilleur moyen quand on est dans la fuite de tomber dans de l'addiction. Et voilà, et puis je terminerai simplement par vous dire que l'ivresse, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, hein. Ça n'existe pas chez les animaux, l'addiction, même si les animaux eux aussi, hein, on peut le voir. D'ailleurs, mon mari s'était amusé à faire ses recherches sur comment on a découvert l'ayahuasca. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était en observant des animaux. Il y a des animaux qui peuvent consommer de temps en temps des plantes hallucinogènes sans pour autant être dans des comportements addictifs. Un enfant très très jeune, un bébé, il va se mettre naturellement à tourner sur lui-même pour avoir ce sentiment d'ivresse. Et puis un peu plus tard, bon, bah voilà, on va tomber à l'adolescence dans la recherche de la transgression. Il y a plein de moyens de tomber dans l'addiction et dans l'ivresse. À l'époque, les poètes pouvaient, de par voilà, Baudelaire, etc., chercher l'ivresse par plein de moyens, même dans leur créativité, ces artistes, ou avec l'absinthe à l'époque, hein, qui n'était pas la même absinthe qu'aujourd'hui. En fait, l'addiction, l'ivresse, pardon, elle devient un problème quand la vie elle a plus de sens, quand elle pèse plus, quand on est dans un sentiment que
il y a un manque de tout, il y a un vide intérieur, que la vie n'a pas de sens, qu'il y a ce zéro futur. J'ai entendu pas plus tard qu'avant-hier, ah bah, de toute façon, quand on voit nos générations, c'est le chômage, c'est il n'y a pas d'avenir, si on travaille pour galérer, pour avoir des dettes, pour avoir des on s'amuse pas, on peut pas partir en vacances. Mais c'est sûr qu'avec, et donc la cigarette, c'est le seul plaisir qui me reste. Enfin, tant qu'on est là-dessus, c'est compliqué hein, d'en sortir si la cigarette, comme l'alcool, est vu comme le réconfort, comme le petit doudou. Là, forcément, ça va être la première des choses à changer pour pouvoir changer naturellement l'émotion et le comportement, vous l'avez compris. Donc si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à liker. Si vous avez envie, moi, je vous invite aussi à la partager. Je vous en remercie. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, je vous invite à les poser, à nourrir des débats. Il y en a beaucoup et de plus en plus qui me posent des questions en privé. Et c'est super et c'est une grande joie pour moi de vous répondre. N'hésitez pas à les poser en live, en direct, pour pouvoir partager avec un plus grand nombre, parce que l'idée c'est ça, hein, dans tout ce que je transmets, évidemment, hormis mon expérience à moi qui est tout à fait personnelle, ben, il n'y a rien qui appartient à personne. Et puis tout ce que je vous dis, je ne le sors pas de mon chapeau, je le sors du résultat des formations que j'ai pu suivre, des livres que j'ai pu lire, des expériences, des personnes que j'ai pu rencontrer et accompagner. Voilà, de toute cette pluralité qui appartient à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis j'espère à très bientôt.